Donc, je vais enregistrer le cours en plus, comme ça vous aurez les commentaires audio par-dessus les transparents. Donc, comme je le disais, les transparents vont être aussi mis sur le web où vous pouvez naviguer dans les transparents. Alors, c'est des transparents sous type HTML, c'est pas PHP. Donc, une fois que vous êtes sur la page web des transparents, pour naviguer au sein des transparents, vous pouvez soit appuyer sur la touche espace, soit les flèches pour avancer ou reculer dans les transparents. Et vous pouvez aussi sauter d'un transparent à l'autre avec la touche Escape qui vous donne une petite vision de tous les transparents. Et vous pouvez comme ça aller directement d'un transparent à l'autre. Voilà, on va commencer. Donc avant d'attaquer réellement le cours et l'objet du cours, je souhaiterais un petit peu vous remettre en perspective ce qu'est l'analyse par rapport aux autres branches des mathématiques. Donc, on a tendance à diviser les mathématiques en 5 branches. Donc, l'analyse est une de ces branches principales des mathématiques et elle a une tâche assez particulière. Vous les connaissez toutes, ces branches-là. Donc, la branche, on va dire, primaire, c'est la logique, représentée ici par M. Spock. Ensuite, l'arithmétique. Donc, l'arithmétique, ça consiste à manipuler les nombres, en tout cas les nombres entiers, pour pouvoir calculer. Donc ça, vous faites ça depuis que vous êtes tout petit et ça existe depuis presque l'aube des temps. Ensuite vient la géométrie. Donc là, la géométrie, c'est la seule branche qu'on ne va pas étudier au sein du DUT, représentée ici par Euclide, qui a posé les bases de la géométrie axiomatique environ 300 ans avant Jésus-Christ. Donc vous avez tout ce que c'est, vous en avez fait au collège. Et puis, pendant environ un millier d'années, il se passe finalement plus grand-chose en mathématiques, jusqu'à ce que Mohamed Ibn Moussa al-Khwarizmi, alors excusez-moi pour la prononciation, invente l'algèbre. Donc là, enfin invente l'algèbre, mettre au point les premières méthodes dites algébriques. Donc l'algèbre, ça consiste à résoudre à proposer des méthodes pour résoudre de manière systématique certains types de problèmes. Donc, vous avez vu ça au premier semestre. Vous avez vu des méthodes d'algèbre linéaire permettant notamment de résoudre des systèmes linéaires, ce qui est très important en pratique. Et il a également donné son nom à l'algorithme, l'algorithmique. Donc, un algorithme, c'est dérivé d'algèbre et c'est dérivé du nom de ce monsieur. Donc ça, c'est tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, en tout cas au DUT, mis à part la géométrie. Et là, on va attaquer la dernière branche de mathématiques, qui est l'analyse, et donc, pour laquelle on fait encore un saut dans le temps plus important de 1000 ans environ, puisque ça a été introduit par, de manière à peu près concomitante par Newton et Leibniz au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, donc vous voyez qu'il y a quand même une sorte de gros gap entre l'introduction de l'algèbre et l'introduction de l'analyse. Et ça, c'est dû au fait que fondamentalement, l'analyse, c'est quelque chose qui est pas simple. Il y a des concepts derrière qui sont quand même pas du tout évidents. Et formaliser ces concepts, ça a été une tâche assez difficile. Ensuite, pourquoi ça a été introduit de manière concomitante par Newton et Leibniz? Tout simplement parce que c'était l'outil indispensable pour faire de la mécanique, et notamment de la mécanique du point, de la mécanique céleste, ou de la mécanique des solides, ou de la mécanique des fluides. Donc, ça a beaucoup d'applications, mais ça n'a pas que des applications en physique. On en parle beaucoup en ce moment, en définitive. Vous avez probablement remarqué à cause du Covid-19. Donc, on verra ça d'ailleurs peut-être un petit peu pendant le cours. Je vais essayer de rajouter des choses là-dessus. Puisque si vous voulez prévoir comment va évoluer la propagation du virus, ben, c'est basé sur des outils d'analyse, donc de modélisation et d'analyse. Voilà. Donc, bon, si vous voulez savoir, par exemple, si maintenant on arrête le confinement, que va-t-il se passer? Avec des outils d'analyse, vous pouvez avoir une idée des conséquences que ça pourra avoir, modulo évidemment certaines hypothèses. Hein. Ce n'est pas non plus un truc parfait
question, donc on va se concentrer maintenant sur l'analyse elle-même et on va essayer de se demander ce que c'est que l'analyse. En fait, l'analyse est basée sur deux concepts, le concept de limite et le concept de nombre réel. Donc, c'est deux concepts que vous avez déjà vus au lycée, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Les nombres réels, c'est sûr que vous y êtes habitués parce que vous connaissez des nombres réels, même si vous n'en connaissez pas la définition. Et l'idée de limite, vous avez vu ça probablement également au lycée. Alors, on va essayer justement de définir le but de cette première séance, c'est de donner une définition rigoureuse à ces deux notions, la notion de limite et la notion de nombre réel. Et les deux notions sont intimement liées, comme on va le voir. On va commencer par un problème qui est assez vieux, qui consiste à calculer pi. Alors, vous savez tous que pi, ce n'est pas un nombre rationnel, même si vous ne connaissez pas la démonstration. En fait, la démonstration n'est pas du tout évidente. Alors, comment est-ce qu'on calcule pi? Alors, vous vous doutez bien que c'est un petit peu important d'avoir une bonne connaissance de pi. Alors, pour vos petites définitions, pour vous rappeler, pi, c'est tout simple, peut être défini en tout cas comme l'aire d'un disque de rayon. Donc, si vous avez bien appris vos formules de géométrie, l'aire d'un disque, c'est le produit du rayon du disque au carré fois pi. Donc, si le rayon, c'est 1, ça fait juste pi. Donc, c'est la définition la plus naturelle de pi, même si on a tendance souvent à la définir à l'aide du périmètre du disque. Mais ça marche avec l'aire aussi. OK. Donc, admettons qu'on souhaite calculer l'aire de ce disque. Comment est-ce qu'on peut procéder? Il y a une idée qui est assez simple, qui consiste à créer deux formes, une forme qui contient le disque et une forme qui est incluse dans le disque, pour lesquelles on sait calculer l'aire en question. Alors, on va commencer par les formes les plus simples possibles. On va prendre des triangles équilatéraux. Donc, on prend un triangle équilatéral en bleu qui contient le disque et un autre triangle équilatéral qui a la même tête mais qui est plus petit, qui est inclus dans le disque. Et on peut calculer, ça c'est pas très compliqué, on le verra en TD, en tout cas je vous donnerai au moins ce qu'il faut pour répondre à ces questions, enfin pour réussir à faire la démonstration. On peut calculer l'aire grand A3 et l'aire petit A3. Donc grand A3 c'est l'aire du grand triangle, petit A3 c'est l'aire du petit triangle. Et ce qu'on sait, c'est que évidemment l'aire du disque il va être compris entre les deux, hein, il va être compris entre grand A3 et petit A3. OK, donc ça nous donne un premier encadrement pour l'aire de pi. Enfin, pour l'aire du disque et donc pour la valeur de pi, excusez-moi. Bon, mais évidemment, l'encadrement qu'on obtient ici, on fait beaucoup d'erreurs hein, entre les deux. C'est une approximation assez grossière. Donc, l'étape suivante consiste à se dire, bon, mais en fait, pourquoi est-ce que je me limiterais à faire des triangles équilatéraux? Je peux continuer dans la même veine en faisant des polygones réguliers comportant de plus en plus de côtés. Alors, c'est assez facile. Si on sait calculer l'aire pour des triangles et pour un polygone régulier comportant n arêtes, de le faire également pour des polygones contenant 2 n arêtes, c'est-à-dire 2 fois plus. Donc, si on sait faire le calcul de l'aire de ces triangles, donc, qui sont des polygones à 3 côtés, on peut réussir sans trop de mal à calculer l'aire de polygones à 6 côtés. Donc, on fait ça donc, pour des hexagones. Donc, on encadre notre disque entre deux hexagones. Et pour chacun, on peut calculer l'aire qu'on a noté A indice 6, donc avec majuscule et minuscule, pour dire qu'on calcule l'aire d'un polygone régulier avec 6 côtés. Et à nouveau, la valeur de pi va être comprise entre ces deux valeurs. Et puis, il n'y a aucune raison de s'arrêter. On peut continuer comme ça. Donc, on peut le faire pour 12 côtés, pour 24 côtés, pour 48 côtés, pour 96 côtés. Et vous voyez, plus on rajoute de côtés, plus notre approximation de notre disque par des polygones semble être bonne. À ce stade-là, il commence à devenir difficile de distinguer les polygones réguliers du disque lui-même. On imagine qu'on devrait obtenir une bonne approximation de pi à l'aide de l'une de ces deux valeurs. Alors ça, c'est une méthode qui a été introduite en fait il y a bien longtemps, bien avant l'introduction de l'analyse, par Archimède, 3 siècles avant Jésus-Christ.
Il obtient l'approximation suivante, il obtient que pi est compris entre 223 71e et 22 septièmes. Et d'ailleurs, l'approximation de pi 22 septièmes est très très souvent utilisée. Dans la pratique, elle suffit dans beaucoup d'applications. Alors, en fait, Archimède aurait pu découvrir l'analyse avec environ 2000 ans d'avance s'il avait continué, mais il s'est arrêté au bout d'un certain temps. Hein. Il l'a fait justement pour 96 côtés, là, et après, je crois, il me semble. Et après, il n'a pas continué. Et évidemment, ce qu'on a envie de faire, c'est de faire tendre le nombre de côtés vers l'infini. Et c'est là où apparaît la notion de limite. Alors, il y en a un qui a quand même poussé les choses un peu plus loin que Archimède. C'est Ludolphe de Cologne, donc au XVIe siècle. Alors lui, conceptuellement, il n'a rien changé par rapport à Archimède. Donc, il a continué les calculs d'Archimède, mais il l'a fait pour des polygones ayant un nombre de côtés absolument monstrueux, ce qui lui a permis d'obtenir 35 décimales de pi. Donc, c'est pas mal. Et d'ailleurs, sur sa tombe, il a fait, là, on voit, c'est là où il est enterré. Donc, on voit l'approximation de pi qu'il obtient, qui est inscrite sur un pilier, là où il est enterré. Et d'ailleurs, en Allemagne, pi est parfois encore appelé le nombre de Ludolph. Mais il a passé sa vie à calculer des décimales de pi. Il faut savoir que c'est vraiment la vie la plus absurde au monde, presque, hein, parce que calculer ces pi avec une telle précision, ça n'a absolument aucun intérêt pratique. Essentiellement, si avec ça, vous cherchez, enfin, c'est une approximation tellement bonne que si vous cherchez à calculer l'aire de l'univers à l'aide de ce pi, si vous en connaissez le rayon, vous devez avoir une précision qui est inférieure à la taille d'un atome. C'est quand même une très très bonne approximation. Donc, comme je le disais, ce qu'on a envie de faire, c'est d'aller plus loin. On ne veut pas se contenter d'avoir juste des polygones à 96 côtés ou à 2248 côtés. On veut aller le plus loin possible, et donc ce qu'on souhaite faire, c'est faire tendre le nombre de côtés vers l'infini. Et ce qu'on a envie d'écrire, c'est que lorsque le nombre de côtés de mes polygones tendent vers l'infini, l'aire de mes polygones, c'est-à-dire petit a n et grand a n, tendent vers pi, et donc on a envie d'écrire que la limite de petit a n ou grand a n, quand n tend vers l'infini, c'est pi. Alors évidemment, là, on a deux problèmes ici. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que la limite? Et le deuxième problème, c'est qu'est-ce que pi? Parce que pour l'instant, pi, on l'a défini juste comme de manière géométrique, en disant que c'était l'aire du disque, sans vraiment définir d'ailleurs ce que c'était clair. Et la limite, bon, pour l'instant, on n'a pas donné de définition. C'est juste qu'on a envie de continuer le procédé précédent, mais à l'infini. Ok, donc il vous faut maintenant, à ce stade, vous voyez que pour comprendre ce que c'est que les nombres réels, c'est-à-dire quelle est la nature de pi, il faut définir ce que sont les nombres réels. Donc ça, c'est pour la partie de droite. Et pour la partie de gauche, on a besoin de définir ce que c'est qu'une limite. Donc on va commencer par définir ce qu'est une limite. Et ensuite, grâce à cette notion de limite, on va réussir à définir ce que sont les nombres réels et donc à quel ensemble appartient pi, quelle est la nature de pi en tant que nombre. Voilà, c'est deux questions qu'on va chercher à résoudre ici. C'est qu'est-ce qu'une limite et qu'est-ce qu'un nombre réel? Alors, en ce qui concerne les nombres, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il entend par là? Qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est quoi cette histoire de nombres? Alors, il faut savoir que les nombres, essentiellement, les seuls nombres réels, enfin réels, concrets qu'on connaît, c'est les nombres entiers. D'ailleurs, les Grecs ne connaissaient même pas les nombres rationnels du type 3 sur 5, hein, ils les manipulaient pas. Si vous voulez dire que 3 sur 5 était égal à x, ils ne marquaient pas ça, ils disaient que 5 fois x c'était 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un nombre? Donc, un nombre, c'est quelque chose qui appartient à un ensemble où on peut
dont on peut additionner les éléments. Donc, il y a une notion d'addition, une notion de multiplication, une notion, si possible, c'est-à-dire c'est pas toujours obligatoire, de relation d'ordre, c'est-à-dire le fait de comparer deux nombres. D'ailleurs, dans la pratique de tous les jours, les seules maths que vous utilisez, ou que moi j'utilise au quotidien, c'est la relation d'ordre, c'est-à-dire comparer deux nombres. Je regarde si, lorsque je compare deux produits, quel est le moins cher, et je regarde si mon compte en banque est positif ou négatif. Bon, après, les additions et les multiplications, avec les statistiques, on sait très bien. On a tendance à plus trop en faire, donc vraiment, la relation d'ordre, c'est quelque chose de fondamental, et c'est à peu près la seule chose qu'on utilise en maths dans la pratique. Juste un petit mot à ce sujet-là. Donc, si on vous fait faire des maths en DUT, le but du jeu, c'est non seulement d'apprendre certains outils, mais ces outils, même si vous ne les utilisez pas par la suite, ils servent à développer vos capacités d'abstraction et de construction d'un raisonnement. C'est essentiellement pour ça qu'on vous enseigne les mathématiques au niveau DUT, c'est ça qui est un petit peu important, qui est fondamental. Bon, je ferme cette parenthèse et on continue. Donc voilà, donc on a bien identifié nos deux objectifs. On veut définir une notion de limite et puis après on veut définir quelque chose qu'on va appeler l'ensemble des réels, qui est un ensemble de nombres et qui doit être muni des propriétés d'addition, de multiplication et de relation d'ordre. Alors, on commence par la limite. Qu'est-ce que c'est qu'une limite? Donc, il y a deux manières de l'écrire. On peut mettre soit limite de un égale L, où L, ça va être la limite de la suite, avec une petite flèche, soit limite de un égale L. C'est deux notations qu'on utilise en mathématiques qui sont équivalentes. Donc, on va dire que un converge vers L. Alors, attention, c'est là où c'est un peu compliqué. C'est vraiment le truc qu'il faut comprendre. Si et seulement si, quel que soit epsilon positif, donc epsilon ici, ça va être a priori un nombre rationnel. C'est une fraction genre un millième. Parce que pour l'instant, on ne connaît que ça, on ne connaît pas les nombres réels. Tel qu'il existe un entier n, pour lequel, quel que soit petit n plus grand que grand n, on a que la valeur absolue de un moins petit n est strictement plus petite que epsilon. Alors, à ce sujet, j'ai quelques petites remarques à faire, parce que là, a priori, ce n'est pas nécessairement facilement compréhensible. Donc, la première, c'est sur cette notion de valeur absolue. Donc, la valeur absolue de un moins L, que vous devez retenir, c'est que c'est la distance, donc cette chose-là ici, hop, bleu sur bleu, c'est pas terrible. Cette chose-là, ça calcule la distance entre UN et L. Donc, lorsque UN moins L est petit, donc il faut imaginer que epsilon ici, c'est quelque chose de positif, mais en général qui va être petit. Vous imaginez que epsilon, c'est égal à 1 sur 10 000. Donc, si epsilon est petit, ça signifie, et si UN vérifie ça, ça signifie que UN est proche de L. Et maintenant, si on lit cette chose-là, donc vous voyez que ça fait apparaître deux quantificateurs, enfin trois en fait, mais il y a deux fois quel que soit, que vous avez vu au premier semestre. Donc le quel que soit, qui est cette sorte de A à l'envers, mis la tête en bas, et de il existe une sorte de E dans un miroir. Donc il vous dit que quel que soit epsilon positif, donc vous pouvez choisir aussi petit que vous voulez. Il existe n, grand N entier, tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, ça signifie qu'à partir d'un certain rang, si on prend petit n assez grand, on va voir que UN est proche de L. C'est-à-dire UN moins L, en valeur absolue, c'est plus petit que epsilon. Donc, on va essayer d'illustrer cette notion, cette définition par une petite illustration graphique. Donc, ici, on va considérer la suite UN égale 1 sur N, comme c'est indiqué en haut à gauche de l'écran. On considère UN égale à 1 sur N. Ici, j'ai représenté le graphe de la fonction 1 sur X. Et on considère différentes valeurs de N, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a représenté les valeurs de U indice N. On va utiliser la définition qui est en bas. Donc, on choisit d'abord epsilon égale 1, par exemple. Et ce que ça nous dit, donc ça nous dit qu'à partir d'un
nombre n donné. Donc, on peut choisir grand N en fonction d'epsilon. Donc, on va choisir grand N égale 1 divisé par epsilon. Donc, pour epsilon égale 1, grand N, ça va être égal à 1. On va vérifier que pour tout petit n plus grand, strictement plus grand que 1, un moins 0, donc évidemment la limite de 1 sur n, ça va être 0, c'est plus petit que epsilon. Donc là, on doit voir que un moins 0, c'est strictement plus petit que 1 pour tout n strictement plus grand que 1. Donc on vérifie effectivement qu'à partir de grand N égale 1, tous les points bleus qui représentent la suite rentrent dans la zone que j'ai indiquée en rouge, qui sont la zone des points qui sont à une distance plus petite que 1 de l'origine, enfin de 0. Ok, on peut choisir une autre valeur d'epsilon. Par exemple, je choisis epsilon égale 0,2. Donc à ce moment-là, grand N, ça va être 1 divisé par 0,2, je vais choisir 5. Et en théorie, à partir de n égale 5, tous les points de la suite UN devraient être une distance inférieure à 0,2 de 0. On vérifie sur le graphe. Hop, à partir de n égale 5, on voit bien qu'effectivement, on rentre dans la zone rouge. On peut continuer, prendre epsilon égale 0,1. Effectivement, là, on a évidemment grand N égale 10. Et on vérifie effectivement qu'à partir de grand N égale 10, on rentre dans la zone rouge. Et donc, on a bien convergence de la suite petit un égale 1 sur n vers 0. Alors, une autre manière de voir ça, c'est de se concentrer sur l'écriture décimale de U indice n. Donc, U indice n, c'est 1 sur n. Donc, on va écrire les différentes valeurs de UN en utilisant le développement décimal. Donc, U1, c'est 1, U2, c'est 0,5, U3, c'est 0,33333, U4, c'est 0,25, U5, c'est 0,2, etc., etc. Et j'ai mis en vert les chiffres du développement décimal qui vont être communs à partir d'un certain rang à tous les éléments de la suite. Donc, vous voyez que peu à peu, je gagne de plus en plus de décimales fixes qui vont plus changer, quelles que soient les valeurs de petit n que je choisis. Et donc, ce qu'on a envie de dire, c'est que, à la limite, le nombre que j'obtiens, c'est 0,000000. Et donc, ça, évidemment, c'est le nombre nul 0. Donc, c'est une autre manière de voir un petit peu la notion de limite, mais il faut faire un tout petit peu attention avec cette notion-là. C'est pour ça que ce n'est pas cette notion qu'on utilise dans la définition même des nombres réels ou des limites. Alors maintenant, regardons ce qui se passe pour la suite d'Archimède. En fait, on peut faire la même chose. On a vu déjà une approche géométrique. On voyait bien que visiblement les aires convergeaient. Maintenant, on peut regarder sur le développement décimal ce qui se passe. Donc, grand A3, on voit que c'est égal à 5,19. Donc, c'est une très mauvaise approximation de pi. Grand A6, c'est 3,46. Grand A12, c'est 3,21. Ensuite, on a 3,159. Donc, on voit qu'on gagne une nouvelle décimale significative. Donc, ces 3,1, on va les garder par la suite. Ils ne vont jamais changer. Au bout de polygone avec 48 côtés, on obtient 2 décimales significatives. Avec 96 côtés, on a toujours 2 décimales significatives. Avec 192 côtés, on gagne une nouvelle décimale significative, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il faut aller assez loin. Par exemple, il faut aller jusqu'à des polygones à 1528 côtés pour obtenir ne serait-ce que 5 décimales significatives. Ce n'est pas une suite qui converge très vite. Et Ludolf de Cologne a quand même réussi, avec cette méthode, à calculer 35 décimales significatives sans ordinateur, évidemment. Très bien. Donc, maintenant qu'on a introduit la notion de limite, il est nécessaire de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire définir ce que sont les nombres réels. Alors pour ça, là, ça devient assez formel. Donc, il va falloir vous concentrer un petit peu. Donc, on a introduit une première notion qui est la notion de suite de Cauchy. Donc, le C calligraphié va indiquer l'ensemble des suites de Cauchy de Q. Alors, qu'est-ce que c'est? Q, c'est l'ensemble des rationnels. Donc, qu'est-ce que c'est que ces suites de Cauchy? Donc, une suite de Cauchy s'écrit de la manière suivante. Vous considérez une suite UN, on va dire qu'elle est de Cauchy si et seulement si la limite lorsque n et m tendent vers l'infini de un moins um est égale à 0.
ça signifie que si vous choisissez deux indices n et m assez grands, un et um vont être aussi proches que vous le voulez, okay, pourvu que vous choisissez n et m assez grands. OK. C'est assez facile de comprendre qu'une suite convergente est nécessairement une suite de Cauchy. Alors malheureusement, la réciproque, dans l'ensemble des rationnels, n'est pas vraie. Par exemple, la suite qui définit pi tout à l'heure, c'est une suite qui est de Cauchy, mais elle n'est pas convergente dans l'ensemble des rationnels. Sa limite, ce n'est pas un rationnel. Donc on ne peut pas dire que l'ensemble des suites de Cauchy de l'ensemble des rationnels, enfin toute suite de Cauchy de l'ensemble des rationnels est convergente. Bon, alors maintenant, une fois qu'on a introduit ces suites de Cauchy, on va pouvoir définir à partir de ces suites de Cauchy les réels. L'idée, c'est, OK, donc par exemple la suite qui définissait pi tout à l'heure, la suite des aires des polygones, c'est une suite de Cauchy, mais elle n'a pas de limite rationnelle. Et ce qu'on a envie de dire, c'est que sa limite, c'est un réel. Donc le réel en question, c'est-à-dire pi, il est défini à partir des suites en question. C'est-à-dire que c'est la suite qui définit une suite d'approximation de ce réel qui définit ce réel. Et donc, on va identifier pi à la suite en question, donc d'aires successives de nos polygones qui convergent vers pi. Et ce qu'on peut remarquer d'ailleurs, c'est qu'on a plusieurs suites qui sont équivalentes parce qu'elles convergent, par exemple, la suite qui définit pi comme à l'aide de polygones, des polygones qui sont inscrits dans le disque ou qui contiennent le disque, toutes les deux, elles convergent vers pi. Donc, j'ai plein de choix, finalement, pour un réel donné. Je peux le définir avec plein de suites d'approximations différentes. Il n'y a pas qu'une seule suite qui permet de le définir. Alors, pour ça, il faut que j'introduise, après cette notion de suite de Cauchy, une relation d'équivalence sur ces suites de Cauchy. C'est-à-dire que je vais dire que UN est en relation avec VN si, essentiellement, elles définissent la même limite. Et pour vérifier que deux suites vérifient la même limite, il suffit de vérifier que la limite de la différence, UN moins VN, c'est 0. Et ça, c'est parfaitement défini, parce que 0, c'est bien un nombre rationnel. Donc, on n'a pas besoin de la notion de nombre réel pour vérifier que la limite de UN moins VN soit égale à 0. Donc, les relations d'équivalence, je vous rappelle, vous avez déjà vu ça au premier semestre, justement. Et une fois qu'on a des relations d'équivalence, l'idée, c'est qu'on va identifier deux suites qui sont en relation l'une avec l'autre. On va dire que c'est la même chose et elles définissent toutes deux le même nombre réel. Donc, les nombres réels, et ça, quand on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un quotient de l'ensemble des suites de Cauchy par la relation d'équivalence R qu'on vient définir. Et ça, c'est l'ensemble de nos nombres réels. Donc, l'ensemble des nombres réels, c'est une suite de Cauchy quotientée par R. Alors, quelques exemples. Donc là, j'ai mis un certain nombre de suites sur les transparents. Pourquoi est-ce que c'est lorsque n tend vers 0? Parce que c'est une erreur. Okay. C'est n tend vers l'infini. D'accord, okay. Je me suis trompé. Alors, bien vu. Attendez, 2 secondes. OK. Alors, bonne remarque de votre camarade, j'avais fait une erreur sur les transparents. Et donc, donc, UN est en relation avec Vn si la limite de UN moins Vn quand n tend vers l'infini, évidemment pas quand n tend vers 0, ça n'a pas de sens, est égal à 0. OK, donc revenons à ce transparent-là. Donc, sur la définition de R. Donc, comme je vous l'ai dit, donc R, c'est l'ensemble des suites de Cauchy dans lesquelles on a identifié les suites qui, essentiellement, ont la même limite. Donc, deux suites ont la même limite si elles sont en relation
l'une avec l'autre à l'aide de cette relation d'équivalence. Alors, quelques exemples. Donc, par exemple, la suite constituée d'uniquement des zéros. Donc, une suite, en général, on la note entre parenthèses. Donc, la suite constante 0 et la suite définie par 1 sur n, eh bien, elles sont en relation, hein, parce que la limite de 0 moins 1 sur n, bah, c'est 0. Donc, je vais les mettre dans une même boîte. La suite des R qui approchent pi par au-dessus ou par en dessous, petit a n et grand a n, eh bien, elles sont aussi en relation l'une avec l'autre, parce que la limite de petit a n moins grand a n, c'est égal à 0. Et ensuite, la suite constante de 1, ou la suite définie par U0 égale 0,9, U1 égale 0,99, U3 égale 0,999, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le chiffre 0,9 avec de plus en plus de décimales, eh bien, il est en relation avec 1, parce que si on fait la différence de 1 moins cette suite-là, ça converge aussi vers 0. Donc, je les mets tous dans une même boîte, enfin, chacun, je les place dans sa boîte, et ensuite, à chacune des boîtes, je peux donner un nom. Donc, la suite constante 0, je vais l'appeler 0, évidemment. La suite constante 1, je vais l'appeler 1. Et je vais appeler 1 tous les éléments, toutes les suites qui appartiennent à cette boîte-là. Et pi, ça va être défini par la suite petit a n ou la suite grand a n de manière indifférente. Donc, on peut vérifier pour chacun des éléments d'une boîte que la limite de la différence entre deux des éléments de la boîte, c'est bien 0. Donc là, j'ai fait pour 1 sur n, pour petit a n et grand a n, et puis pour le dernier, je ne l'ai pas fait, mais c'est pareil. OK, donc on a presque fini. Maintenant, quelques propriétés de R. Donc, on a défini un truc, un ensemble, qu'on appelle l'ensemble des nombres réels. Et ce n'est pas parce qu'on dit que c'est des nombres réels, que c'est vraiment des nombres. Pour que ce soit des nombres, il faut qu'on puisse les manipuler comme des nombres. Donc, il faut qu'on puisse les ajouter, les multiplier et, si possible, les comparer. Donc, maintenant, pour achever la définition de R, il est nécessaire de définir la notion d'addition sur les réels et une notion de multiplication sur les réels, et aussi savoir comment comparer deux réels. Alors, une fois qu'on aura fait ça, on obtiendra ce qu'on appelle un corps commutatif, c'est-à-dire, essentiellement, ça veut dire que c'est un ensemble muni d'opérations d'addition et de multiplication qui fonctionne bien, comme on l'entend, c'est-à-dire qu'on peut faire toutes les opérations de distributivité, de la multiplication sur l'addition, d'associativité, de commutativité, telles qu'on est habitué à les manipuler. Alors, première chose, définir l'addition et la multiplication. Alors en fait, avec ces définitions, c'est trivial de définir, enfin presque trivial de définir une addition et une multiplication sur les réels. Donc on considère deux réels qui sont obtenus, qui sont définis par deux représentants, donc la suite UN et la suite VN. Donc UN et VN, c'est deux suites de Cauchy. Chacune d'elles représente un nombre réel. Et pour additionner ces deux réels, ce que je fais, c'est que je construis une nouvelle suite qui est tout simplement la somme de ces suites UN et VN. C'est-à-dire que je construis une nouvelle suite que j'aurais pu noter ici WN, où WN est défini comme étant égal à UN plus VN. Et si UN et VN sont des suites de Cauchy, ma nouvelle suite WN, c'est-à-dire UN plus VN, est elle-même une suite de Cauchy. Donc ça, on peut montrer. Donc elle définit elle-même un nombre réel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le nombre réel que définit la suite WN ne dépend pas du choix du représentant UN et VN. Je vous rappelle que UN, ça représente un nombre réel, et ce nombre réel, il peut être représenté par un nombre infini de suites. Il y a un choix infini. Et quel que soit le représentant que je choisis, pour UN et pour VN, lorsque je calcule UN plus VN, il va représenter un réel qui est indépendant du choix effectué sur UN et sur VN. La multiplication, c'est évidemment la même histoire. On prend, si on considère deux réels représentés par les suites UN et VN, le produit du réel défini par UN et par le réel défini par VN, c'est tout simplement le réel représenté par la suite produit UN fois VN. Voilà, donc on ne peut pas faire plus simple. Et pareil,
afin de montrer que cette définition ait un sens, il faut prouver que, d'une part, lorsque UN est une suite de Cauchy, Vn une suite de Cauchy, UN fois Vn est elle-même une suite de Cauchy, et d'autre part, que le réel défini par cette suite de Cauchy est indépendant du choix du représentant de mes réels représentés par U et par Vn. Donc on est content. Après, une fois qu'on a défini ces notions d'addition et de multiplication, on peut vérifier que, et c'est assez trivial à faire en fait, que les opérations ainsi définies sont bien commutatives, qu'elles sont distributives, enfin qu'on a bien la distributivité et la multiplication sur l'addition, et qu'elles sont toutes les deux commutatives. Alors, il nous reste un dernier point à vérifier, c'est le fait de définir une relation d'ordre sur l'ensemble des réels. C'est important de pouvoir comparer un réel et un autre et dire que l'un est plus grand que l'autre. Donc là, la définition est un petit peu plus subtile. Enfin, c'est une définition possible d'une relation d'ordre sur UN et Vn. On va dire que deux réels représentés, enfin que un réel x représenté par UN est plus petit qu'un réel y représenté par Vn, si et seulement si, pour tout n, on a petit un strictement plus petit que Vn. Dit autrement, si j'ai deux suites de Cauchy UN et Vn, telles que pour tout n, Un est inférieur ou égal à n, à Vn, le réel représenté par la suite Un est plus petit que le réel représenté par la suite Vn. Alors, il faut faire attention, vous voyez, là, j'ai juste une implication, je n'ai pas une équivalence, je ne peux pas remonter dans l'autre sens, parce que lorsque je considère un représentant quelconque d'un réel, enfin deux représentants, donc un représentant pour le membre de gauche et un représentant pour le membre de droite, il ne vérifie pas nécessairement, même si x est inférieur ou égal à y, on ne va pas forcément avoir nécessairement pour tout n, un inférieur ou égal à vn. Par contre, dans l'autre sens, c'est vrai. Et ça nous suffit pour définir une relation d'ordre sur l'ensemble des réels. Alors, il y a une autre alternative pour la construction des réels, qui est justement plutôt basée sur cette relation d'ordre. Alors, si on utilise cette deuxième approche, en fait, c'est plus dur de définir les notions d'addition et de multiplication, mais c'est plus facile d'obtenir une définition naturelle de la relation. Voilà. Donc, ça va être, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Je pense que j'ai été un peu rapide, puisque j'ai mis que 42 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez poser des questions à l'oral ou sur Slack, sur ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous mettrez cette conférence sur Moodle une fois terminée? Oui, je vais essayer de la mettre. Normalement, ça a dû l'enregistrer, donc je ne sais pas ce qu'il en est. De toute façon, il y a les transparents qui seront sur le Moodle. Et si l'enregistrement est correct, je le mettrai aussi sur le Moodle. D'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Bon. Du coup, monsieur, Oui. on est bien d'accord que UN et Vn, quand ils tendent vers l'infini, les deux, l'un moins l'autre, sont toujours égales à 0. Alors pour lesquels? Celui qu'on a en face de nous, là, Ah non, inférieur ou égal. non. Non, Non, c'est par pas des exemple, suites de Cauchy. si, alors, à la fois UN et Vn sont des suites de Cauchy. Mhm. Donc, donc dire que UN est une suite de Cauchy, je vais revenir en arrière. Hop. C'est ce que je vais faire. Ok, donc dire que UN est une suite de Cauchy, c'est tout simplement dire que la limite de UN moins UM, c'est 0. D'accord? Donc ça n'a rien à voir, il n'y a pas de Vn là-dedans. Hein. Ok. Donc être une suite de Cauchy, c'est une propriété d'une suite. Une suite, elle est Cauchy ou elle n'est pas de Cauchy.
Donc là, dans la définition qui est ici, donc on a UN, c'est une suite de Cauchy, Vn aussi, c'est une suite de Cauchy. Donc toutes les deux représentent des réels. Mhm. Et on va dire que si pour tout n, j'ai petit un qui est inférieur ou égal à Vn, donc ça, je compare mes nombres normalement, hein, Un et Vn, c'est des rationnels. Donc, je peux les comparer, je sais faire ça. Je vais dire que c'est la même chose pour les réels que représentent ces suites. Je vais dire que le réel représenté par toute la suite UN, il est plus petit que le réel représenté par toute la suite VN. Quand on met des parenthèses autour de UN et VN, c'est toute la suite qui est représentée. Donc, si je ne mets pas de parenthèse, UN et VN, ça représente un élément de la suite, le énième. Ok. Ok, merci. Il y a Mélise Vincent qui demande dans le chat, Ouais, est-ce qu'il faudra apprendre... Ok. Alors, non. C'est plus pour introduire des concepts. Bon. Une de mes ambitions, c'est d'essayer à ce que vous habituiez justement à manipuler un certain nombre de concepts. Donc, d'aller un peu plus loin que ce que vous avez probablement l'habitude de faire, c'est-à-dire apprendre des méthodes un peu par cœur, que vous appliquez dans les exos. Et du coup, bon, bah, si vous avez bien travaillé et appris toutes vos méthodes par cœur, comme les exos se ressemblent tous, vous allez réussir à avoir une note correcte et vous êtes content et tout le monde est heureux. Mais bon, malheureusement, souvent, si vous faites ça, 3 semaines après, vous avez oublié les méthodes et puis finalement, vous n'en retirez pas grand-chose. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que vous essayez vraiment pas d'apprendre par cœur les démonstrations, c'est pas ça le but, hein, parce que ça sert à rien. C'est d'essayer plus de vous habituer au concept et aux méthodes de démonstration. C'est-à-dire, ce qu'il faut apprendre, c'est pas les démonstrations elles-mêmes, mais c'est plus les méthodes de démonstration, comment on fait pour démontrer quelque chose, quelles sont les approches qu'on utilise pour démontrer quelque chose. Donc, on va faire quelques démonstrations théoriques en TD. On va essayer aussi de faire beaucoup d'applications, donc notamment sous Python. Donc, essayer d'associer un côté un peu pratique avec un côté théorique. Mais le but, à nouveau, c'est certes d'introduire des outils, donc basés sur des choses un petit peu systématiques où vous allez apprendre à faire certains calculs, mais pas seulement. Essayez aussi de vous habituer un peu plus à ce en quoi consiste le développement d'une démonstration et à développer des démonstrations par vous-même. Alors, quand Vincent me demande est-ce qu'il faut apprendre les démonstrations? Non, il ne faut pas apprendre les démonstrations, mais il faut les comprendre et il faut être capable de les reproduire. Alors, reproduire une démonstration, ça ne veut pas dire nécessairement la reproduire pas à pas. Vous pouvez faire une démonstration d'un résultat complètement différent de celle vue en cours, peu importe pourvu que la démonstration soit correcte. Apprendre une démonstration, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de savoir retrouver des démonstrations ou d'autres démonstrations, enfin réussir à démontrer des résultats, quelle que soit la manière dont vous procédez. Bon, je vous rassure, hein, paniquez pas, hein, c'est une introduction à ce genre de choses. Donc, mais voilà, c'est un petit peu ambitieux, je suis d'accord, mais faut bien avoir conscience qu'en mathématiques, c'est comme pour tout, c'est no pain, no gain. Okay, si vous ne mettez pas un peu du vôtre, ben, vous allez pas en avoir les bénéfices. Hein. Si vous entraînez pas, si vous voulez faire un marathon et que vous entraînez jamais, vous n'y arriverez jamais, hein, ça c'est sûr. Donc, et là, en maths, c'est un petit peu pareil. Si vous ne faites pas un certain effort à un moment donné, vous n'allez pas progresser réellement. D'autres questions? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions concernant le cours, vous pouvez les poster à n'importe quel moment sur la chaîne Slack. Je ne suis pas branché 24 heures sur 24, mais assez souvent. J'imagine que vos enseignants en groupe de TD vous ont contacté pour savoir comment vous organisez. En ce qui concerne mon groupe, donc le groupe 2, on se retrouvera aussi sur Slack au début du cours.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les gars.